Ma mère m'a mise à la porte de la maison dont j'ai hérité, a dit, tu n'as rien ici. 2 jours plus tard, leur avocat me suppliait de l'appeler après que j'aille geler une vente de 740 000 €. Je m'appelle Julie Hartmann, j'ai 32 ans et je suis actuellement directrice de la communication dans une petite entreprise technologique à Lyon, France. Je venais de terminer une longue et fastidieuse réunion vidéo lorsque mon téléphone a vibré, un texto de ma mère. Nous avons changé les serrures. Tu n'as plus de maison. Je l'ai lu 3 fois, mes yeux rivés sur l'écran comme si mon cerveau ne pouvait pas traiter les mots. J'ai ri, un son sec et creux qui m'a glacé le sang. J'ai répondu par texto, oh, vraiment courageux, vraiment drôle. Voyons qui rira le dernier. Je n'étais pas sûr si j'essayais de leur faire peur ou de me calmer, mais la vérité était évidente, ils m'avaient mise à la porte de la maison même que ma grand-mère m'avait laissée dans son testament, la maison dans laquelle j'avais investi chaque euro de mes économies pour la restaurer, la chérir brique par brique. Et maintenant, j'étais jeté dehors par un message froid. Je me suis affalé sur ma chaise, mes paumes devenant froides. Ce n'est pas comme si je n'avais pas vu venir la résistance. Ma mère, Carole, avait toujours été contrôlante. Une fois, elle était restée furieuse pendant 2 semaines simplement parce que j'avais remplacé le tapis du salon sans son approbation. Mais je n'aurais jamais imaginé qu'ils iraient aussi loin. La maison au 17, rue des Lilas, dans le nord de Lyon, signifiait tout pour moi. Ce n'était pas seulement là où j'avais grandi, c'était là où je cuisinais avec ma grand-mère, où je me cachais dans le placard de rangement chaque fois que les disputes de mes parents se transformaient en cris et en objets volants. Et elle, ma grand-mère Hélène, était la seule de la famille qui me comprenait vraiment. Quand elle est décédée l'année dernière à l'âge de 94 ans, j'ai eu l'impression que le monde s'effondrait autour de moi. Mais ensuite, lors de la lecture du testament, son notaire m'a remis une copie indiquant clairement « Je lègue la maison de la rue des Lilas à ma petite-fille Julie ». Elle lui appartient car seule Julie la comprend vraiment. Ma mère s'est raidie. Mon père, Denis, est devenu rouge et a sifflé entre ses dents, ce n'est pas possible. Ta mère était déjà sénile. Mais le testament était légal, notarié, avec des témoins, et j'étais la seule propriétaire. À l'époque, j'ai naïvement pensé, ils sont juste sous le choc. Ils finiront par accepter. J'ai même dit, je ne mets personne à la porte. Je veux juste préserver les choses comme grand-mère le voulait. Ils n'ont rien dit, mais le regard que ma mère m'a lancé, il m'a transpercé la poitrine. Quelques mois plus tard, j'ai emménagé à la rue des Lilas et j'ai commencé à restaurer l'installation électrique et la plomberie défaillante. J'ai conservé chaque cadre de fenêtre d'origine, chaque brique patinée. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est que cette préservation ferait de moi une traîtresse à leurs yeux. Et maintenant, j'étais jeté dehors par un simple message. Aucun avertissement, aucun appel téléphonique. J'ai essayé ma clé dans la nouvelle serrure, espérant un miracle, mais bien sûr, rien ne tournait. J'ai frappé. Personne n'a répondu. Les rideaux du salon étaient tirés et le break gris de mon père était garé dans l'allée, comme un message clair, dégage. J'ai attrapé mon téléphone et j'ai appelé ma mère. Pas de réponse. J'ai appelé mon père. Messagerie vocale. J'étais sur le point d'appeler mon frère Rémi quand le texto suivant est apparu, ne fais pas de problème, Julie. C'est pour le bien de toute la famille. Le bien de toute la famille? Et moi? Qu'est-ce que j'étais dans toute cette famille? Une étrangère? Un meuble qu'ils peuvent jeter quand il ne leur convient plus? Je me suis assise sur les marches, fixant la porte en bois où la main de ma grand-mère se posait chaque matin avant de sortir au jardin. Mon cœur battait à la limite de la douleur. Je ne m'étais jamais senti aussi déplacé. La trahison ne frappe pas comme un éclair. Elle ne choque pas. Elle se propage comme un gel lent, engourdissant tout jusqu'à ce que vous entendiez quelque chose craquer doucement à l'intérieur de votre poitrine. J'ai sorti mon téléphone et j'ai envoyé un texto à la seule personne qui pouvait me sauver maintenant, Léa, ils m'ont mise à la porte, changé les serrures. Mes affaires sont dehors. Je ne sais pas quoi faire. Léa a répondu par seulement 2 mots, j'arrive. Je me souviens encore clairement du jour de la lecture du testament. Cela s'est déroulé dans une petite salle de conférence au 3e étage de l'étude notariale Lambert et Associés, par un après-midi légèrement pluvieux. Les fenêtres étaient mouchetées de gouttelettes et le vent faisait vibrer le mât du drapeau à l'extérieur du bâtiment. La notaire était maître Lorraine Lambert, la soixantaine, les cheveux argentés soigneusement épinglés et des yeux vifs qui semblaient lire à travers chaque masque porté par les personnes en face d'elle. Mes parents, Carole et Denis, étaient assis de chaque côté de la table,
leur manteau encore humide de pluie, leur visage rigide comme s'il assistait à une réunion de conseil d'administration et non à l'écoute des dernières volontés d'un être cher. Mon jeune frère Rémi, alors âgé de 27 ans, était assis tranquillement à côté de moi, tournant distraitement la bague en argent à son pouce. Le testament holographe de Madame Hélène Jeanne Hartmann, commença Maître Lambert, sa voix claire, datée du 3 décembre de l'année dernière, déposée chez notaire dans le département du Rhône. Je retins mon souffle. Madame Hélène a légué la pleine propriété du bien situé au 17, rue des Lilas, y compris tous les biens s'y trouvant, à sa petite-fille, Julie Hartmann. Le silence envahit la pièce. J'entendis ma mère tirer brusquement sur la sangle de son sac à main. Mon père se tourna vers Maître Lambert. « Excusez-moi, mais y a-t-il une erreur ici ?» Sa voix tomba, froide et dure. Ma mère a toujours dit que la maison serait partagée équitablement entre les enfants. Elle ne l'aurait jamais donnée entièrement à une seule personne. Maître Lambert hocha doucement la tête. Je comprends votre inquiétude, mais ceci est le testament original signé. Il comprend une lettre manuscrite adressée spécifiquement à Mademoiselle Julie expliquant sa décision. Je pris la lettre avec des mains tremblantes. L'écriture penchée était soignée et familière, tout comme les cartes de vœux qu'elle m'envoyait quand j'étais enfant. Très chère Julie, si tu lis ceci, c'est que je suis parti. Je veux que tu saches que cette maison n'est pas seulement une propriété, c'est un souvenir. Elle détient l'âme de 3 générations. Tu as été la seule à vraiment écouter. Tu posais des questions sur chaque égratignure du parquet, chaque tache de peinture délavée dans la cuisine. Tu voyais ce que les autres négligeaient. Je crois que seul toi garderas cet endroit comme un foyer. Je pliai la lettre, les yeux me piquant. Ma mère marmonna, juste assez fort pour que tout le monde l'entende, c'est ridicule. Cette fille ne sait même pas gérer une vieille maison. Elle ne sait pas comment changer un fusible. Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. Parce que je savais que ma grand-mère me comprenait mieux que quiconque dans cette pièce. Elle savait que je ne voyais pas la maison comme un actif financier. Je la voyais comme l'endroit où j'avais appris à faire une tarte aux pommes, où elle écoutait la radio tous les dimanches matins, où je me cachais dans le placard chaque fois que mes parents se disputaient. Après la lecture, je ne suis pas rentré directement chez moi. Je suis resté assise dans ma voiture pendant presque 1 heure, regardant la pluie couler sur le pare-brise. Je n'hésitais pas. Je savais juste qu'à partir de ce moment-là, la paix ne ferait plus partie de ma vie. Et j'avais raison. 2 semaines plus tard, ma mère a commencé à m'appeler sans arrêt, me posant des questions sur mes projets de rénover et de vendre le plus rapidement possible. Je ne vends pas, ai-je dit sèchement. Julie, ne sois pas égoïste. Ton père et moi avons planifié notre retraite autour des revenus de cette maison. Mais c'était la maison de grand-mère, et maintenant c'est la mienne. Elle resta silencieuse un moment, puis raccrocha. À partir de ce moment-là, ils ont cessé de parler avec des mots, seulement par des actions. Le regard que ma mère me lançait chaque fois qu'elle venait, comme si j'étais une intruse. Mon père évitait complètement la maison. Rémi restait neutre, m'envoyant des textos de temps en temps, mais se taisant quand j'avais le plus besoin de lui. Bien que j'ai essayé de maintenir les liens familiaux, je ne voulais pas les couper. J'ai ouvert la maison pour les vacances, je les ai invités à dîner, j'ai cuisiné les plats préférés de ma mère, j'ai préparé les desserts préférés de mon père. Et ils sont venus. Mais il n'y avait pas de rire, pas de gratitude, juste des regards froids et des silences qui s'étiraient plus longtemps que les repas. Je me souviens encore du jour où j'ai planté le premier clou pour accrocher le portrait de grand-mère Hélène, celui où elle sourit en tenant un bouquet de lavande du jardin. Je suis resté debout et je l'ai regardé pendant un long moment. Je tiendrai ma promesse, grand-mère, ai-je murmuré. Je ne laisserai personne transformer cet endroit en chèque. Je n'avais aucune idée qu'1 an plus tard seulement, il changerait les serrures et me mettrait à la porte de cet endroit même. Aucun avertissement, aucune conversation. Juste un message texte. J'avais l'habitude de penser qu'ils étaient juste en colère sur le moment, qu'après quelques mois, les choses se calmeraient. Mais j'avais tort. Moins d'1 semaine après la lecture du testament, ma mère a commencé à contacter des cabinets d'avocats. Je le savais parce qu'un membre du personnel de l'étude notariale où Maître Lambert travaillait m'a appelé discrètement et a mentionné qu'ils avaient reçu plusieurs demandes de copie du testament. La requérante, Carole Hartmann, ma mère. 3 semaines plus tard, j'ai reçu une épaisse enveloppe par la poste, étiquetée « Avis juridique urgent ». À l'intérieur se trouvait une requête officielle visant à réévaluer la compétence mentale de ma grand-mère au moment de la signature du testament.
Les requérants, Denis et Carole Hartmann. La raison, signe de déclin cognitif, comportement irrégulier et influence indue de la part de la petite fille. Je n'en croyais pas mes yeux. Il ne se contentait pas de manquer de respect aux dernières volontés de ma grand-mère, il salissait la mémoire de la femme que j'aimais le plus au monde. J'ai immédiatement appelé ma mère. Elle n'a pas nié. Sa voix était froide et ferme. J'ai fait ce qu'il fallait, Julie. Cette maison fait partie de la famille, pas de ta possession personnelle. Grand-mère me l'a laissée. Je n'ai rien forcé. Elle a écrit le testament elle-même. Il y avait des témoins. Il a été notarié. À l'époque, nous ne savions pas à quel point elle était malade. Il est évident qu'elle n'avait pas toute sa tête. Qui ignore ses propres enfants pour donner une maison à quelqu'un qui ne sait même pas gérer une propriété? Tu parles de moi comme si j'étais une étrangère. Elle marqua une pause, puis reprit la parole, plus bas, mais plus sèchement. Personne ne pense que tu mérites cette maison, Julie. Elle n'était pas destinée à quelqu'un d'égoïste. J'ai raccroché. Plus tard, j'ai découvert qu'ils avaient prévu de vendre la maison bien avant le décès de grand-mère. Un voisin de longue date, Monsieur Laurent, qui travaillait autrefois dans la toiture, m'a dit qu'il avait vu un groupe de personnes en costume inspecter la propriété à la fin de l'année dernière. Quand il a demandé, ma mère lui a dit, juste des plans pour l'avenir. Ils avaient commencé à négocier avec une société de promotion immobilière alors que grand-mère était encore en vie. Ils n'étaient pas choqués par le testament, ils étaient choqués d'avoir perdu leur manne financière. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que j'étais dans une bataille, et que personne n'était de mon côté. Mon frère Rémi a essayé de rester neutre. Il avait toujours été doué pour se tenir à l'écart des problèmes. Quand je lui ai demandé directement, « Sais-tu ce qu'ils font ?» Rémi a baissé les yeux. Je ne suis pas impliqué. Mais si tu abandonnais, peut-être que les choses ne seraient pas si tendues. J'ai ri, un rire amer et étranglé. Tu penses que ce n'est que de la tension? Il piétine les dernières volontés de grand-mère. Légalement, c'est ma propriété. Rémi n'a rien dit. Il a juste lentement retiré sa main de la mienne. Quelques jours plus tard, j'ai visité la maison avec un ingénieur en structure. Je voulais évaluer les fondations avant de rénover la cuisine. Mais quand je suis arrivé, la voiture de mon père était déjà garée dans l'allée. Il se tenait là, les bras croisés, les yeux brûlants dans les miens. Je ne te permettrai pas de faire des changements dans cette maison. C'est ma propriété. J'ai tout à fait le droit de la rénover comme je l'entends. Tu ne la mérites pas. Tu ne comprends pas la valeur de cet endroit. Si ta mère avait su que cette vieille femme avait écrit le testament de cette façon, elle l'aurait arrêté. Cette vieille femme, tu parles de ta propre mère? Elle n'avait pas toute sa tête. Tout le monde le sait. Je me suis figé. Je ne reconnaissais plus l'homme qui se tenait devant moi. Ce n'était pas le père qui m'avait appris à faire du vélo ou qui m'avait emmené camper à l'école primaire. C'était un étranger. Un étranger prêt à tout détruire pour la valeur d'une maison. Cette nuit-là, j'ai reçu un email d'une société appelée Urbain Partenaires Cascade. Le message, une offre de négociation pour l'achat du 17 rue des Lilas pour 1,4 million d'euros. Personne en dehors de ma famille n'avait accès à l'adresse email que j'utilisais pour l'immobilier. J'ai ouvert un nouveau document Word et j'ai tapé l'entête, avocat immobilier Lyon. Je savais que si je n'agissais pas vite, ils ne se contenteraient pas de reprendre la maison, ils effaceraient toute trace de ma grand-mère de cette terre. Je venais d'atterrir à l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry, concluant un voyage d'affaires de 3 jours avec un client majeur du secteur des énergies renouvelables. Tout s'était mieux passé que prévu. J'avais conclu un accord de 3 ans d'une valeur de plus de 700 000 euros, et mon superviseur direct m'avait envoyé un texto, « Travail fantastique, Julie. » C'est un énorme pas en avant. J'étais fatigué, mais soulagé. Tout ce que je voulais, c'était rentrer chez moi. La maison que ma grand-mère avait gardée au chaud pendant plus d'un demi-siècle. L'endroit où je commençais enfin à me sentir à nouveau en sécurité, après tous les coups psychologiques de mes propres parents. J'ai envoyé un texto à Léa dès que j'ai quitté la zone de récupération des bagages, sur le chemin du retour. On fait des gâteaux pour fêter le contrat ce week-end? Puis j'ai appelé un VTC. Pluie légère à Lyon. J'adorais le son de la pluie sur le pare-brise. C'était comme une musique qui dégageait le chemin vers la paix. Jusqu'à ce que j'insère la clé dans la porte d'entrée. Elle ne tournait pas. J'ai réessayé. J'ai reculé et j'ai regardé de plus près. Une nouvelle serrure.
Une que je n'avais jamais vue auparavant. Je suis resté figé sous le porche, les mains toujours sur ma valise à roulettes, l'esprit complètement vide pendant quelques secondes. Ce n'était pas de la colère. Ce n'était pas du choc. C'était comme être brisé. Une torsion froide montant de mon estomac à ma gorge. J'ai sorti mon téléphone. J'ai appelé ma mère. Pas de réponse. J'ai appelé mon père. Ligne occupée. Au moment où j'allais appeler Rémi, un message de ma mère est apparu, ne te donne pas la peine d'appeler. Les serrures ont été changées. Tu ne vis plus ici. Je suis resté là, sous la pluie, l'écran de mon téléphone strié d'eau, mais les mots étaient clairs, chacun aussi tranchant qu'une lame. J'ai commencé à trembler. Pas à cause du froid. Aucun avertissement. Aucun avis légal. Pas une seule conversation depuis notre dernière dispute au sujet de l'offre d'Urbain Partenaire Cascade. Juste. J'ai traîné ma valise vers l'arrière, vers le portail en bois qui s'ouvrait habituellement, mais il avait été cadenassé. Une chaîne toute neuve brillait sous la bruine. Et puis je les ai vus. 3 énormes sacs poubelles noirs, poussés sous l'auvent arrière, à côté du tas de feuilles d'automne sèches que ma grand-mère ramassait chaque automne. Je me suis agenouillé. J'ai ouvert le premier sac. Sous-vêtements, t-shirts, quelques chaussures, jetés pêle-mêle, certains encore couverts de terre comme s'ils avaient été jetés à travers la cour. Le deuxième sac, articles de toilette, une brosse à dents, un flacon de sérum à moitié utilisé, fissuré et maculé. Le dernier, un cadre photo de famille cassé, le cardigan tricoté à la main que grand-mère avait fait quand j'étais à l'université, et le carnet relié en cuir qu'elle utilisait pour consigner l'histoire de la maison, sa tranche déchirée, la couverture avant pliée en deux comme si quelqu'un avait marché dessus. Je me suis laissé tomber par terre, serrant les 3 sacs comme s'ils étaient les derniers fragments mourants d'un souvenir. Ce qui faisait le plus mal, ce n'était pas les serrures changées. C'était la façon dont ils m'avaient jeté dehors, comme une profiteuse sans valeur. J'ai appelé Léa. Ma voix était rauque, mais je suis resté ferme. Ils l'ont fait. Changer les serrures. Jeter mes affaires comme des ordures. Non. J'arrive tout de suite. Pendant que j'attendais, une pensée soudaine m'a frappé. Où étaient les choses importantes? J'ai vérifié attentivement les sacs. Pas là. La boîte en bois avec tous mes documents personnels, passeport, acte de naissance, la copie du testament. Le bracelet que grand-mère m'avait donné, gravé, Hélène à Julie. Continue. La clé USB avec ses lectures de poésie et ses histoires du soir pour moi quand j'étais enfant. Tout avait disparu. Quand Léa est arrivée, elle n'a rien dit. Elle a juste ouvert le coffre et m'a aidé à charger les sacs. Son visage était pâle, mais ses yeux brillaient. Tu ne restes pas ici une nuit de plus. Tu viens chez moi. Nous verrons un avocat dès demain matin. Je ne pouvais pas dire un mot. J'étais épuisé. Cette nuit-là, allongé sur le canapé de Léa dans le noir, je ne ressentais pas de colère. Je ne ressentais pas de douleur. Je ne ressentais plus qu'une chose, la détermination. Le lendemain matin, je suis entré dans le cabinet d'avocat avec un mélange d'épuisement et de tension, tendu comme un fil. Léa m'accompagnait, tenant 2 lattes, un pour elle, un pour moi. Non sucré, extra glaçon, exactement comme je l'aime. L'immeuble se trouvait dans le quartier de la Presqu'île, avec une façade en pierre de taille, 2 hautes portes vitrées et une enseigne indiquant « Ambre Dubois, avocate ». J'avais trouvé son nom sur un forum juridique pour les victimes d'expulsion illégale, avec des dizaines d'avis la qualifiant de « quelqu'un qui ne recule devant aucun système ». Ambre avait environ 40 ans, les cheveux noirs courts, des traits vifs et des yeux gris glaciers. Elle m'a accueilli avec une poignée de main ferme et un regard qui semblait lire mon état d'esprit avant même que j'aie prononcé un mot. Julie Hartmann. Veuillez entrer. Nous nous sommes assises dans une petite salle de réunion, les murs tapissés de récompenses et de victoires judiciaires encadrées. Pas de fleurs, pas de photos de famille. Juste de la pure performance. Je lui ai tout raconté. Chaque détail, de la lecture du testament au moment où j'ai trouvé mes affaires jetées près du tas de feuilles mortes. J'ai remis une copie du testament, des photos des objets jetés, le message de ma mère et une liste des objets de valeur manquants. Ambre n'a pas interrompu une seule fois. Elle hochait simplement la tête et prenait occasionnellement des notes avec un stylo plume, soulignant des expressions comme « aucune ordonnance du tribunal »,« testament notarié » et « bien personnel manquant ». Quand j'ai terminé,
Elle s'est penchée en arrière sur sa chaise. Le fait que vos parents aient changé les serrures, jeté vos affaires et retenu vos documents personnels constitue une expulsion illégale, particulièrement grave puisque vous êtes la propriétaire légale en vertu d'un testament notarié. J'ai hoché la tête. Je savais déjà ça. Ce que je voulais savoir, c'était ce que je pouvais faire. Nous allons déposer une requête en référé auprès du tribunal de grande instance de Lyon pour rétablir l'accès à votre propriété. En même temps, je déposerai une action civile pour dommages et intérêts dus à une expulsion illégale, rétention de biens et préjudice moral. Peuvent-ils contre-attaquer, ai-je demandé. Ils peuvent essayer, mais la loi française interdit l'expulsion par voie de fait, même au sein des familles. Vous mettre à la porte sans passer par les voies légales était totalement illégal. Léa, assise à côté de moi, m'a serré discrètement la main sous la table. Ambre a continué, je demanderai également à la police d'ouvrir une enquête sur la rétention illégale de documents personnels. S'ils soumettent de faux rapports ou essaient de vous blâmer, nous utiliserons leurs propres messages comme contre-preuve. Je suis restée silencieuse quelques secondes. Une question m'a échappé avant même que je puisse y penser. Et si? Ambre a levé les yeux, le regard fixe. Je ne prends pas d'affaires que je ne crois pas pouvoir gagner. J'ai signé la convention d'honoraires le matin même. 2 jours plus tard, la plainte était déposée auprès du tribunal. Les pièces comprenaient un testament notarié à mon nom, des photos de la maison, de la nouvelle serrure et des sacs poubelles contenant des effets personnels, un message texte de ma mère, une liste d'objets manquants, y compris ceux ayant une signification émotionnelle et légale, un rapport technique d'un entrepreneur confirmant que j'avais seul payé toutes les rénovations. 3 jours après, j'ai reçu un avis, une audience en référé était prévue pour le lundi suivant. Et juste au moment où je me préparais mentalement pour le tribunal, quelque chose d'inattendu s'est produit. J'ai reçu un appel de la police de Lyon. Mademoiselle Julie Hartmann à l'appareil. Nous aimerions vous parler concernant un signalement de vol lié à la propriété de la rue des Lilas. La plainte a été déposée par monsieur et madame Denis et Carole Hartmann. J'étais abasourdi. Ils m'accusent de vol? Nous vérifions simplement le signalement. Selon eux, les objets volés comprennent des bijoux anciens, des documents légaux et une boîte en bois. Je ne pouvais même pas rire. Ce sont eux qui détenaient ces objets. Ils m'avaient mise à la porte et avaient tout gardé. J'ai immédiatement appelé Ambre. Elle a écouté en silence pendant quelques secondes, puis a dit, ils essaient de monter une contre-attaque sur votre personnalité, d'estomper votre légitimité en vous transformant en suspecte. Que dois-je faire? Rien. Je m'en occupe. À partir de maintenant, tout contact avec eux passe par moi. Cet après-midi-là, Ambre a déposé une requête auprès du tribunal pour élargir la plainte, ajoutant une accusation de dénonciation calomnieuse dans le but d'intimider la plaignante. Ce soir-là, assise sur le canapé de Léa avec une tasse de thé chaud à la main, pour la première fois depuis des semaines, je ne tremblais plus. 3 jours avant l'audience en référé, j'ai reçu un étrange email d'une adresse inconnue avec pour objet, à propos d'Hélène. Important. J'ai failli l'ignorer, pensant que c'était du spam, mais la première ligne m'a glacé. Julie, vous ne me connaissez pas, mais je suis la demi-sœur maternelle d'Hélène, votre grand-tante. J'ai quelque chose qu'Hélène a laissé derrière elle, avec des instructions strictes de ne le livrer que si la famille se retournait les uns contre les autres après son décès. Appelez-moi. Voici mon numéro. Je l'ai lu et relu. Mon cœur battait comme des chaussures résonnant sur un plancher de bois vide. Je me souvenais que grand-mère avait mentionné le nom Holden quelques fois quand j'étais enfant. Elle avait dit un jour, Marguerite n'est pas la plus chaleureuse, mais elle tient parole. J'ai appelé immédiatement. La voix à l'autre bout du fil était celle d'une femme âgée, ferme mais pas dure. Oui. C'est moi, la petite fille d'Hélène. Je sais. Elle a toujours dit que tu étais la seule à encore porter la décence dans ce gâchis de famille. J'ai eu la gorge nouée. Elle n'a pas demandé ce qui se passait. Elle a simplement dit, je pense qu'il est temps que tu reprennes ce qui t'appartient. J'ai conduit près de 3 heures de Lyon à une petite ville appelée Crest, Drôme, un endroit avec une seule station-service, un garage et une petite église nichée entre des vallées. Marguerite m'a accueilli sur le porche d'entrée, silhouette mince, cardigan gris, des yeux plus sombres que le ciel couvert des montagnes. Entrez. Ne faites pas de manières. Hélène détestait les bavardages. La maison sentait la cannelle et le bois de pin sec. Elle m'a conduite dans le salon, a tiré un tiroir caché derrière une armoire en chêne et en a retiré une épaisse enveloppe scellée à la cire rouge.
Elle a laissé ça un mois avant de mourir. Elle m'a dit, si jamais Julie se fait malmener, donne-le-lui personnellement. Je ne pensais pas que ça en arriverait là. J'ai ouvert l'enveloppe avec des mains tremblantes. À l'intérieur se trouvait une lettre manuscrite de plus de 3 pages, clairement datée, un échange de mails imprimés entre mes parents et une société de promotion immobilière appelée Structure Nord-Ouest, une clé USB bleue étiquetée, Silny, ouvrez ceci. J'ai d'abord lu la lettre. Son écriture était la même inclinaison élégante que j'avais vue sur les cartes de Noël. Très chère Julie, si tu tiens cette lettre, alors les choses se sont déroulées exactement comme je le craignais. Ta mère et ton père me mettent la pression depuis plus d'1 an maintenant pour vendre la maison. Ils m'ont traité de fardeau. À un moment donné, ils ont même suggéré de m'envoyer dans une maison de retraite à Valence pour qu'ils puissent mieux gérer la propriété. J'ai refusé. Cette même nuit, il y a eu une énorme dispute dans la cuisine. Denis a claqué un verre par terre. Je l'ai enregistré, au cas où j'aurais besoin de prouver que j'étais en pleine possession de mes moyens lorsque j'ai rédigé le testament. Cette maison t'appartient, Julie. Non par favoritisme, mais parce que tu comprends mieux que quiconque que ce n'est pas seulement de l'immobilier, c'est de l'histoire. Je ne pouvais pas retenir mes larmes. Tante Marguerite m'a tendu un mouchoir en silence. J'ai ouvert la clé USB en utilisant son ordinateur portable. Dessus se trouvait un enregistrement audio de près de 8 minutes. La voix de ma grand-mère, claire et ferme, retentit, moi, Hélène Jeanne Hartmann, suis saine d'esprit et pleinement consciente de mes actes. Si quelqu'un, y compris ma fille Carole, prétend que j'étais mentalement inapte, veuillez écouter cet enregistrement. Puis vinrent les disputes. Ma mère, tu n'as aucune idée de ce que j'ai fait toutes ces années pour entretenir cette maison. Il est temps de partager les choses équitablement. Mon père, nous avons déjà un acheteur, Hélène. Tu n'as qu'à accepter et c'est fait. Ma grand-mère, je ne suis pas d'accord. Et si l'un de vous deux me pousse encore, j'appellerai immédiatement un avocat. À la fin de l'enregistrement, on entendit sa respiration, brusque puis douce, alors qu'elle chuchotait, je sais qu'ils n'arrêteront pas. Mais Julie tiendra bon. Je me suis tourné vers tante Marguerite. Elle a hoché la tête une fois. Maintenant, tu sais à quel point elle croyait en toi. Laisse-les voir qui ils ont sous-estimé. Je les serrai fort dans mes bras avant de repartir dans la nuit. Il n'y avait plus de peur en moi. Le lendemain matin, j'ai tout apporté au bureau d'Ambre. Elle a tenu l'enregistreur, l'a écouté en entier sans dire un mot. Puis elle s'est tournée vers moi, la voix d'acier. Ils viennent de creuser leur propre tombe. Ambre a ouvert son ordinateur portable et a commencé à taper. Nous ne protégeons plus seulement votre propriété maintenant, Julie. Nous les tenons responsables de tromperie, d'intimidation et de diffamation de la mémoire de la défunte. Je me suis assise, mentalement attachée. La vraie bataille avait commencé. Le jour de l'audience, le ciel de Lyon était gris et froid, comme si l'univers lui-même retenait son souffle avec moi. Je portais une robe bleu marine à manches longues, les cheveux attachés bas, le visage légèrement maquillé mais résolu. Ambre m'avait dit que je devais avoir l'air assez soigné pour inspirer confiance, mais assez fatigué pour prouver que j'avais été blessé. Le tribunal de grande instance de Lyon se trouvait sur le quai Romain-Rolland. Je suis arrivé 10 minutes en avance. En entrant dans la salle d'audience, je les ai vus assis là. Mon père, dans un costume usé, le visage rouge d'une rage contenue. Ma mère, dans un blazer beige, serrant fermement son sac à main, les yeux évitant les miens. Assis à côté d'eux se trouvait un homme aux cheveux gris en costume noir, sans expression. C'était leur avocat, Paul Ferrand, connu ici comme le « marteau-pilon » dans les litiges successoraux. Nous nous sommes assis en face d'eux. Ambre n'avait pas l'air le moins du monde inquiète. Elle a ouvert son ordinateur portable, a sorti un épais dossier et l'a posé soigneusement sur la table. La juge était Judith Thomas, la soixantaine bien entamée, visage sévère, stylo à la main, et n'avait clairement besoin de personne pour lui rappeler les détails de l'affaire. L'audience a commencé. Maître Ferrand a débuté d'un ton poli, « Votre honneur, mes clients souhaitent seulement préserver la valeur de la maison, un héritage de la famille Hartmann, et empêcher sa commercialisation. Ils pensent que mademoiselle Julie a été influencée émotionnellement par madame Hélène dans sa vieillesse et que le testament a été indûment influencé. » Ambre n'a pas répondu immédiatement. Elle a attendu qu'il finisse, puis s'est levée, posée et vive. « Votre honneur, ce ne sont que des suppositions. Voici les preuves, un testament légalement notarié, une lettre manuscrite de madame Hélène,
un enregistrement vocal montrant clairement sa conscience et sa clarté mentale lorsqu'elle a légué ses biens. De plus, nous avons des emails prouvant que les défendeurs avaient entamé des négociations pour vendre la maison à un promoteur avant même le décès de Madame Hélène. Ambre a ouvert son ordinateur portable et a branché la clé USB. La voix de ma grand-mère a retenti dans la salle d'audience. Moi, Hélène Jeanne Hartmann, suis saine d'esprit. Puis vinrent les voix de mes parents qui se disputaient. Ma mère a murmuré « Oh, mon Dieu » et a baissé la tête. Mon père a détourné le visage. Aucun d'eux n'a prononcé un mot pendant le reste de la matinée. Quand Ambre a terminé sa déclaration, elle a présenté 3 demandes. Le tribunal doit ordonner la restitution immédiate de la maison et de tous les biens associés. Mes parents doivent présenter des excuses écrites officielles. Ils doivent me dédommager pour les frais de justice, les frais de subsistance pendant mon expulsion illégale et accepter de rester à au moins 60 mètres de la propriété, sauf autorisation écrite. La juge Thomas a de nouveau parcouru les documents, puis a regardé mes parents droit dans les yeux. Monsieur et Madame Hartmann, changer les serrures, occuper illégalement la propriété et diffamer votre fille sont des violations légales graves. Même en tant que parent, vous êtes toujours liés par la loi. Elle a posé son stylo. J'approuve toutes les demandes de la plaignante. C'était comme si l'air avait été aspiré de la pièce. Mon père s'est levé d'un bond. C'est une injustice. Elle déchire cette famille, détruit la tradition. Et Monsieur Hartmann, coupa la juge, sa voix pas forte mais ferme, si vous continuez, je demanderai à l'huissier de vous escorter dehors. Il s'est assis, son visage s'assombrissant comme un nuage d'orage sur le point d'éclater. Ma mère n'a jamais levé les yeux. L'audience s'est terminée. Je n'ai pas souri. Je n'ai pas soupiré de soulagement. Je suis juste restée assise, immobile, sentant la victoire quelque part au fond de moi, non pas comme un triomphe, mais comme une libération. Ambre s'est tournée vers moi. Nous aurons le jugement officiel par écrit dans les 48 heures. Mais à partir de maintenant, la maison est à vous. Légalement et indiscutablement. 2 jours plus tard, je suis retourné au numéro 17 de la rue des Lilas avec Léa, un serrurier et un huissier de justice. La maison avait été presque dépouillée. Les tableaux de ma grand-mère avaient disparu, le service athée ancien de la vitrine manquait. Je suis allé dans sa chambre, j'ai ouvert la vieille commode en bois où elle cachait ses lettrés. Il m'a fallu près de 3 semaines pour restaurer la maison de la rue des Lilas après tout ce qu'ils avaient laissé derrière eux, murs écaillés, armoires descellées, même le tuyau de la machine à laver avait été arraché, laissant de l'eau stagnante à l'intérieur. Mais je ne me suis pas plainte. Je voyais cela comme un rituel de purification. Léa et 2 amis de son groupe de design d'intérieur se sont portés volontaires pour aider. Nous avons repeint les murs du salon d'une couleur crème chaude et remplacé toutes les lumières par des luminaires en verre de style vintage. Je n'ai pas essayé de tout refaire comme avant. J'ai seulement gardé ce qui portait son esprit, la pendule, le cadre ovale en bois avec un bord en étain, et sa table à thé à 3 pieds bien aimée. L'ancienne salle à manger a été transformée en espace galerie. La lumière naturelle du matin entrait par la grande fenêtre sur le mur de briques apparentes. J'ai nommé l'espace là, salle Hartmann, une façon de continuer l'histoire que ma grand-mère avait vécue et défendue. Je n'ai pas ouvert la galerie pour de l'argent. Je l'ai ouverte parce que j'avais besoin de prouver que la mémoire n'a pas besoin d'être achetée ou vendue pour survivre. 3 mois plus tard, j'ai organisé le premier vernissage, une exposition de photos de photographes locaux sur le thème « Famille et distance ». Je me souviens encore du sentiment d'être debout dans cette pièce bondée, un verre de Prosecco à la main, regardant les photos en noir et blanc espacées régulièrement sur les murs de briques et pensant « Je suis vraiment revenu ». Rémi est venu aussi. Je ne l'avais pas invité, mais Léa a dit que j'aurais peut-être dû. Quand il est entré, tenant un petit cadre photo, ses yeux avaient toujours ce regard enfantin que je réconfortais lorsque nos parents le grondaient injustement. J'ai trouvé ça dans le vieux débarras du sous-sol de la maison de nos parents, a dit Rémi doucement. C'est une photo de grand-mère arrosant le jardin pour son 80e anniversaire. J'ai pris le cadre. Les bords en bois étaient usés, mais la lumière sur son visage brillait toujours. Je n'étais pas d'accord avec ce qu'ils ont fait, Julie. Mais je suis resté silencieux trop longtemps. Je suis désolé. J'ai regardé mon jeune frère. Je n'étais plus en colère, mais je n'étais pas prête à pardonner. Grand-mère savait à qui elle faisait confiance. Et maintenant, moi aussi. J'ai hoché la tête. Pas de câlin, pas de larmes. Mais à l'intérieur, quelque chose s'est déverrouillé. Depuis la première exposition,
la galerie est ouverte 3 jours par semaine, du vendredi au dimanche. J'invite des artistes de la région Auvergne-Rhône-Alpes et de Bourgogne, ceux qui n'ont jamais eu la chance d'exposer dans les grandes galeries des villes. Les gens du quartier, autrefois hésitants, viennent maintenant régulièrement. Une vieille dame qui habite au coin de la rue des Magnolias m'a dit « Ta mère doit être fière ». J'ai juste souri et j'ai répondu doucement « Ma grand-mère ». Et oui, je crois qu'elle l'est. Mon travail à plein temps dans l'entreprise de médias continue, mais maintenant je l'aborde différemment. Je n'ai plus besoin de prouver ma valeur à mes patrons ou à mes collègues. J'ai juste besoin de rester fidèle à moi-même. Mes parents restent silencieux, comme l'a statué le jugement du tribunal. Ils ne sont jamais retournés à la rue des Lilas. Chaque année, ma mère envoie une carte d'anniversaire le jour exact, avec le nom correct. Pas de mots supplémentaires. Je les garde. Non pas pour le pardon, mais pour me souvenir des limites. Et tante Marguerite, celle que je n'avais jamais connue, est devenue quelqu'un que j'appelle au moins 2 fois par mois. Elle me raconte souvent des histoires sur la jeunesse d'Hélène, comment elle a abandonné l'école pendant 1 an pour se consacrer à la photographie, comment elle a failli s'enfuir avec un amant avant de rencontrer mon grand-père. Ces bribes de mémoire, aussi petites soient-elles, m'aident à la comprendre différemment. Pas seulement comme la grand-mère sévère, mais comme une femme qui avait été courageuse, romantique, vaincue, et qui avait quand même choisi d'aimer. Cet hiver-là, j'ai accroché la plus grande photo au centre de la galerie. Ma grand-mère, assise dans un fauteuil en osier sur le porche, la lumière du soleil se déversant sur ses cheveux argentés, son regard posé sur moi, la jeune fille de 16 ans derrière l'appareil photo, juste après une dispute avec ma mère. Sous la photo, une légende, certaines maisons ne sont pas construites en briques, mais en confiance. Je me tiens devant cette photo à la fin de chaque exposition, seul. Et je murmure toujours, tu avais raison. Et je n'ai pas reculé. Je n'ai plus besoin de l'approbation de personne. J'ai juste besoin de la paix intérieure. Et je l'ai trouvée à l'endroit même qui m'avait été enlevé. L'endroit même qui m'avait autrefois trahi. L'endroit même où je me suis levé et j'ai dit, ceci est à moi, et je ne laisserai personne me l'enlever. L'histoire de Julie est la preuve que parfois, ce sont ceux qui nous sont le plus proches qui nous blessent le plus. Mais de cette douleur, nous apprenons à nous relever, à fixer des limites et à protéger notre estime de soi. Dans la vraie vie, personne n'a le droit de prendre ce que nous méritons légitimement, simplement parce qu'ils sont appelés « famille ». Lorsque nous osons dire non à l'injustice, même lorsqu'elle vient de notre propre sang, nous ne récupérons pas seulement nos biens, nous reprenons le contrôle de nos vies. Que pensez-vous du parcours de Julie? Auriez-vous la force de tenir bon à sa place? Partagez vos réflexions dans les commentaires et n'oubliez pas de suivre la chaîne pour d'autres histoires de familles puissantes et émouvantes.